sa vieille mère m'a invité dans son restaurant, je suis partie, on a posé, et puis elle lui a fait le retour que, ah, franchement, la fille, elle allait vraiment poser, je l'aime bien. En tout cas, moi, je pense que tu devrais te lancer avec elle. Donc, la vieille mère, ok, moi, je t'envoie le nécessaire, tu fais son billet d'avion et tu fais son visa pour qu'elle vienne. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Effectivement, elle a fait mon billet d'avion. Mon visa est sorti le 10 octobre 2016. Sauf que quand j'ai payé mon visa, comme je vous l'ai dit, moi, je n'ai jamais été, je n'ai pas souvent été dans les réseaux sociaux. C'est elle qui m'informe que, mais il paraît que le papa de ton chéri est décédé. Je dis quoi? Comment ça? Elle me dit, tu n'es pas sur Facebook. Je dis, non, moi, je n'ai pas Facebook. Elle me dit, ah, ma chérie, il faut essayer de l'appeler. Donc là, je dis, mais on s'est raccroché au téléphone, il était 3 h du matin. À quel moment ça s'est passé? Donc, apparemment, son père était décédé à 4 h 30. Et voilà, il n'a pas eu le temps de m'appeler. Donc, c'est vers 10 h que moi, j'apprends ça. Je l'appelle, j'essaie de l'appeler, j'essaie de l'appeler, il ne prend pas. Je suis paniquée, je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est vrai? Elle me dit, en tout cas, moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Il savait que c'est vrai. Donc, finalement, quand je l'ai eu, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je viens d'entendre? Il me dit, oui, mon papa est décédé et tout. Que franchement, c'est vrai qu'il était malade il y a longtemps. Je dis, oh, Yako, mais pourquoi est-ce que c'est quand moi je prends mon visa que tout ça arrive? Je dis, bon, ok, je pense donc qu'on va annuler le voyage. Je suppose que tu as besoin de vivre ça en interne avec tes proches, ta famille. Il me dit, non, tout au contraire, je veux que tu viennes parce que j'ai besoin de toi en ce moment. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre mon billet d'avion pour le 17 octobre. C'est-à-dire 7 jours après le décès de son papa. Et c'est le 17 octobre que j'arrive à Abidjan pour la première fois. D'accord. Tu arrives tu as dit que Desbordeaux te paye le billet, il te paye le visa, et tu arrives à Abidjan directement. Et quand tu arrives à Abidjan, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand j'arrive à Abidjan, en principe, moi, je venais pour un voyage de 1 mois. Parce qu'après mes projets, j'avais un projet de voyage pour pouvoir travailler de l'autre côté de l'Europe. Voilà. Et donc, moi, je me suis dit, bon, ok, c'est vrai, c'est une relation qui a commencé, mais bon, elle n'est pas si solide que ça, au point où je dois abandonner mon projet. Donc, moi, en venant, je savais que j'allais faire 1 mois, et puis j'allais me retourner au Cameroun. Après, je suis arrivée, il a envoyé ses managers, ses amis, ils sont venus me chercher à l'aéroport, tout allait bien, l'accueil était bien. En tout cas, c'était bien. Il ne faudrait pas que je vous montre, c'était bien, j'étais bien reçue, ça allait. Puis, justement, c'est pour ça que je décide de décaler mon retour, parce que ça s'est passé tellement bien qu'au lieu de 1 mois, je me retrouve à faire 4 mois. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il était un peu affaibli. Quand je dis affaibli, je veux dire psychologiquement, parce que, ouais, il venait de faire un accident où il a perdu ses gars. Et puis là, il y a son papa qui est parti, donc il était un peu... il n'était pas très bien. Donc, tu l'as rencontré quand il a fait l'accident et il a perdu ses danseurs, c'est ça? Pardon? Tu l'as rencontré quand il venait de faire son accident et qu'il avait perdu les membres de son équipe, c'est ça? Je l'ai rencontré 1 mois après son accident. Ah, d'accord, ok. Vas-y alors. Voilà. Donc, quand j'arrive, voilà, et ça se passait bien, donc je décide de prolonger. Je dis, bon, ok, au lieu de 1 mois, je vais prolonger. À chaque fois, je disais, non, je vais partir le mois prochain. Et puis, bon, voilà, ça se passe, évidemment que tout se passait bien, donc je me sentais bien. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas. Et c'est comme ça, donc, que j'assiste donc aux obsèques de son papa, qui se sont déroulées, si je ne me trompe pas, le 16 novembre 2016. Voilà, si je ne me trompe pas, hein, parce que peut-être je peux me tromper, ça fait quand même un bail. J'ai assisté, j'étais là, j'étais à ses côtés, veillée artistique, veillée familiale, j'étais là. Et puis, je crois, c'était quoi, 3 jours après les obsèques de son papa, il avait un son qui était sorti là, comment on appelle ce son là, victime. Il avait un son victime qu'il avait déposé sur trace. Donc il me dit, bébé, est-ce que tu peux mettre trace là, s'il te plaît, parce qu'il y a mon son victime qui doit passer. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc je mets trace. Et puis, il me dit, il veut manger les crudités, parce que j'avais mes salades là que je faisais, qu'il aimait bien manger les crudités et tout. Donc je suis partie à la cuisine, j'ai commencé à lui faire des crudités. J'ai dressé la table, je lui ai servi à manger. Et puis il était assis, il a commencé à manger, et pendant qu'il a commencé à manger,
le son du team est passé, on était là, on regardait, on appréciait, parce que c'est ce qu'on attendait, on avait mis sur place parce que le son devait passer ce jour-là sur place à 9h. Donc le son qui est passé, on était là au salon avec ses petits, son petit frère, bon, comme il a toujours beaucoup de gars, je veux dire ses amis d'enfance qui sont toujours autour de lui, on était en train de regarder le son, et il était en train de manger des crudités. Après un moment, il s'est levé en sursaut. Boum. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il se dirigeait vers le balcon. Donc, j'ai senti, avec mon réflexe, que non, il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, je cours, je bloque, je glisse la baie vitrée pour fermer. Et puis, il commence à faire, je veux ma Bible, donnez-moi ma Bible, je ne me sens pas bien, donnez-moi ma Bible. Je dis, mais... Et puis, il y a ces frères qui étaient en train de rire, genre, parce que, je ne vais pas vous mentir, c'est quelqu'un dans la base qui est très comique, il est toujours en train de faire des blagues, des grimaces qui font rire. Donc, du coup, là, les gens ont pensé que c'était une de ces blagues, alors que le gars, il était en train de délirer. Donc, c'est moi qui ai eu cette présence d'esprit de remarquer qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, quand il dit, il veut sa Bible, je cours, je m'en vais prendre sa Bible, il prend la Bible, il descend, il prend les marches, et puis il commence à marcher, à parler. Il parlait, vous êtes vaincu au nom de Jésus, vous êtes vaincu au nom de Jésus. Et moi, comme j'étais en petite tenue, je suis rentrée dans la chambre, j'ai jeté un boubou, j'ai couru. Je l'ai mis. Il y a un petit stade à côté de là où il vivait. Bon, je ne sais pas s'il est toujours là-bas, mais là où on vivait, là, les gars, ils étaient en train de jouer au ballon le matin parce que tout le temps, ils jouent au ballon. Ils ont commencé à le regarder, que genre, qu'est-ce qu'il faut encore celui-là? Il est toujours en train de nous faire rire et tout. Alors que le gars, il avait un souci. C'est comme ça que je viens, je stoppe le taxi, je le mets dedans avec son petit frère, ses deux petits frères, là, et puis ses amis, parce qu'il y a tout le temps des gens, on le met dans l'habitation à la même l'hôpital. Il y a une clinique juste à côté de la maison. Et quand on l'amène là-bas, on dit non, sa tension est montée à 16. Je dis, hey, concernant mon frère, je lui pose la question, mais est-ce que tu as hypertendu? Il me dit non, il n'a jamais eu ce genre de problème. On lui pose des questions, donc on le met sous médicaments de tension. Vous étiez dans quelle clinique? Ici en Côte d'Ivoire, je vous parle d'ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Parce que quand je suis venue pour la première fois, ce sont les événements qui sont passés la première fois que je suis venue. D'accord. Voilà. Donc, on était à l'hôpital, on a dormi à l'hôpital, et puis le lendemain, dans les 20 heures, ils nous ont libérés, ils disent non, rentrez, ça va aller, qu'il faut qu'il se repose, il est fatigué, c'est la fatigue et tout. Sauf que c'était pas, apparemment, c'était pas la fatigue, parce qu'on est revenu, sa situation a commencé vraiment à se dégrader. Il n'avait rien, il ne voulait plus dormir dans la chambre, il dit, je ne se sent pas bien. Donc, je prenais la couette pour mettre sur la moquette au salon, pour qu'on dorme. Il dormait dans mes bras comme un bébé. Et quand je voulais un peu bouger, non, 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 reste à côté de moi. Oh non, il y a quelque chose qui marche sur ton ventre, ça arrive dans ma gorge. Je lui dis, mais si tu sens quelque chose dans la gorge, mets le doigt, tu vois, si tu peux essayer de vomir, ça ne sortait pas. C'est comme ça que le jour qu'on est sorti de l'hôpital à 20h, à 2h, il repique la même crise. Je réveille ses frères, je dis là, il a piqué la crise, allons à la polyclinique des deux plateaux. On est parti à la polyclinique des deux plateaux, on est arrivé là. Le médecin demande, mais qui t'a dit que tu as la tension? Il dit non, je suis parti dans une clinique là et on dit, mais tu n'as pas la tension. On vient de te faire les examens, tu n'as pas de tension, arrête de prendre les médicaments de tension, là, ça peut te créer autre chose. Mais ce que nous on peut te conseiller, c'est de te reposer parce qu'en gros, tu n'as rien. Donc, tu étais à la clinique toujours avec lui pour ta première fois? J'étais à la clinique toujours avec lui, j'étais à son chevet, c'est moi qui j'étais avec lui H24. D'accord, vas-y. Donc, quand on arrive, on lui dit, mais tu n'as rien, c'est la fatigue, peut-être le stress, vous savez que vous avez votre milieu, vous chantez, vous dansez, vous ne vous reposez pas, tu ne peux pas te reposer, tu n'as pas la tension. Et pendant qu'il était sous perfusion, moi, justement, j'étais partie à la clinique débraillée. J'étais avec un de ces petits que je vais nommer ici Jijika. On était en train de rentrer à la maison. Moi, je venais à la maison pour me débarbouiller et repartir. Et Jijika me dit, ah, la mère, quand tu vois maladie ou pas là, quand tu ne vois pas que c'est d'autres mystiques, je dis, je ne sais pas. Mais c'est quand même assez bizarre qu'on amène quelqu'un à l'hôpital, en fait, les examens, on ne voit rien. De l'autre côté, on a dit, c'est la à la polyclinique, on dit, c'est pas la tension. Et qu'il faut qu'il se repose. Donc, moi, je sais, ça laisse la confusion. Je ne sais pas si c'est d'ordre mystique ou pas. Mais néanmoins, quand on va sortir de l'hôpital, on verra. S'il faut bien venir des hommes de Dieu pour prier, il n'y a pas de souci, on le fera. Et c'est comme ça, donc, je vais à la maison, je me débarbouille et je retourne à la clinique, je lui ramène à manger. Il ne mangeait même pas. Il ne mangeait pas, il n'était pas bien, il ne mangeait pas. Sa mine avait changé, il était devenu tout pâle, ça n'allait pas, rien n'allait.
On arrive et puis le médecin me dit, oui, madame, c'est vous qu'on attendait, on va devoir le libérer, qu'il n'y a rien, ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux, il n'a qu'à juste se reposer et tout. Donc, c'est comme ça qu'on est rentré à la maison. Mais sauf que ça n'allait pas. Le gars ne faisait que s'affaiblir du jour au lendemain. Je dis, mais pourquoi? Je ne comprends pas. On appelle, en tout cas, il y a beaucoup de pasteurs. Je ne peux pas compter le nombre de pasteurs qui ont défilé là-bas, qui venaient prier. Je ne peux pas compter. Donc les pasteurs venaient prier là-bas par rapport à tout ce qui lui arrivait, c'est ça? Par rapport à sa santé. Et toi, tu étais toujours là? Et moi, j'étais toujours là. Oui, alors, continue. Les pasteurs venaient prier, les pasteurs, en tout cas, différents pasteurs venaient prier à tout moment, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas, c'était compliqué, le gars ne fait que s'affaiblir, il dit non, j'ai des vertiges et tout. Je dis ouais, ça va aller. Tu peux décaler un peu le truc parce qu'on voit ton visage démis. Voilà, c'est bon là, vas-y. Donc, c'est comme ça que je contacte. Donc, je lui dis, bon, ok, si le problème est d'ordre mystique, vu qu'on ne fait que de faire défiler plusieurs pasteurs, moi, j'ai mon frère qui est prêtre exorciste au Cameroun. Il faut qu'on le contacte. Je vais essayer de le contacter pour voir ce qu'on peut faire. D'accord. Okay, vas-y. Donc, j'appelle mon frère. Je lui dis, ah, je suis avec mon chéri. Mon frère même ne savait pas que c'était débordé. Parce que moi, quand je suis partie, je n'ai pas vous mentir, je n'ai pas dit à ma famille. Je lui ai dit, je m'en vais voir mon chéri à Côte d'Ivoire, mais je ne vais pas donner l'identité. Il y a une seule personne qui connaissait l'identité, ma cousine avec qui j'étais ce soir-là. Quand je l'ai rencontré. C'est la seule. Je savais que l'homme que je partais voir en Côte d'Ivoire, c'était débordé. Quand j'appelle mon frère, je lui dis, ah, j'ai mon ami qui ne se sent pas bien, et tout, je ne lui dis pas. Et en fait, c'est un artiste. Il me dit, ah, d'accord, je suis occupée, j'ai culte tout à l'heure. Quand je finis le culte, je vais te rappeler. Effectivement, quand il a fini le culte, il m'a rappelé, il me dit, ah, Annie, ton ami, là, est-ce que vous pouvez venir au Cameroun? On va s'occuper de lui. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, ah, son problème n'est pas d'ordre physique, je veux dire pas physique, c'est d'ordre spirituel. Je dis, ok, je vais lui en parler s'il accepte, parce qu'après, moi, je ne peux pas prendre un engagement comme ça de déplacer quelqu'un sans son consentement et sans qu'il y ait au moins quelqu'un dans son entourage qui approuve. Il me dit, il n'y a pas de souci, j'attends votre retour, mais c'est bon, sûr. Attends, avant que tu continues, je tiens à dire aux gens qu'ici, moi, je ne me mêle jamais de la vie. Mais quand il y a ce qu'on appelle une question de vie ou de mort d'une femme, je prends la caméra et je lui donne la parole. Dans vos histoires que vous donnez des conseils là, allez donner ça sur vos pages. Cette fille, laissons-la s'exprimer et vous jugez. C'est tout. Les histoires de couple ne se passent jamais sur Facebook. Je suis d'accord. Mais si quelqu'un appelle à l'aide parce que il y a presque, il peut avoir risque de mort d'homme et d'enlèvement, notre travail, c'est de donner de la force à cette personne ou bien de l'écouter. Parce que j'ai écouté aujourd'hui la sortie de Débordons de Toufa sur la page de Aïcha Kamouas. C'était des insultes. Il n'a jamais respecté une femme qui a vécu avec lui 8 ans. Il aurait pu ne pas sortir en tant que grand artiste. Puisqu'il est sorti, nous devons donner la parole à cette dame. C'est lui, il aurait pu prendre de la grandeur parce que c'est lui la star. Cette fille, personne ne la connaît. On peut l'écraser, on peut la tuer, on peut l'enlever, on peut faire d'elle ce qu'on veut. Elle n'est pas connue. Elle va passer parmi les milliers. Mais un grand artiste doit réfléchir avant de sortir. Il aurait dû prendre de la hauteur, penser à sa carrière, réfléchir avant d'aller vomir les énormités qu'il a vomi sur Aïcha Kamouas. La vidéo est encore sur sa page, allez écouter. Donc, on va laisser cette femme parler. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous dégagez de ma page. Excuse-moi, vas-y ma soeur. Oui, tu étais au fait, tu étais au niveau où tu expliquais, excuse-moi de t'avoir coupé, vraiment, je suis désolé. Tu étais au niveau où tu expliquais, où tu es arrivé en Côte d'Ivoire, où il y a le problème mystique, où il ne se sentait pas bien. Voilà. Il me dit non, le problème de ton ami est d'ordre mystique. Que moi, je vous suggère de le ramener au Cameroun. Je dis, ah, en tout cas, je verrai, je ne promets pas parce que je n'ai pas cette force de le déplacer.
Il me dit, ok. Donc, je suis revenue, je lui ai fait le retour. Il me dit, hé,